C'est très gentil de m'avoir invité, d'autant que je crains évidemment de faire quelque chose d'un peu curieux par rapport aux autres choses, parce qu'on m'a proposé, j'ai accepté avec plaisir, de montrer quelles sont les perspectives philosophiques que l'on peut avoir sur la question du respect des différences, et j'ai reformulé respect des différences en respect des personnes, parce que, bien que j'ai derrière la tête des exemples très actuels, très contemporains, nous fêtons les 10 ans du mariage pour tous auxquels je ferai allusion, je voudrais montrer qu'il y a dans la philosophie la plus traditionnelle, pour le meilleur et pour le pire, philosophie traditionnelle a toujours un côté péjoratif, il y a dans la philosophie traditionnelle un grand nombre de distinctions conceptuelles ou de constructions de problèmes qui sont toujours utiles aujourd'hui pour aborder cette question des différences, la distinction entre le respect et la tolérance, la distinction entre le respect et la justice, le souci de toujours corriger la généralité de la loi ou du droit par la prise en compte des cas particuliers ou des exceptions, et que donc, paradoxalement, il y a beaucoup de textes philosophiques qui nous donnent les moyens de réfléchir aux questions de discrimination de genre ou de discrimination raciale, alors que ce n'était pas leur objet. Donc la question, si vous voulez, est la suivante. Est-ce que le respect des différences est une piste que l'on peut défendre philosophiquement, ou est-ce que quand on veut respecter les différences, en réalité le respect ne s'adresse pas plutôt aux personnes porteuses de différences, aux personnes qui peuvent être très différentes les unes des autres, non seulement par leur orientation sexuelle, mais d'une manière générale par leur histoire, leur religion, etc. Donc, je prendrai comme point de départ des choses très classiques et qui ne sont même pas modernes. La question très simple de savoir si respect et justice sont des dispositions ou des vertus partagées sans lesquelles aucune vie en société ne serait possible. Cette question est posée par Protagoras, donc par un sophiste, dans Protagoras, le texte de Platon. Et Protagoras nous raconte une histoire, un mythe que beaucoup d'entre vous ici connaissent, selon lequel le respect, aidos, qu'on traduit aussi souvent par vergogne, mais je crois que plus personne ne sait, à part dans les opéras, ce que c'est que la vergogne. On a gardé que la formule sans vergogne, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Dans certaines traductions, le respect, aidos, traduit quand même la plupart du temps par vergogne, serait avec justice, dikē, un don que les dieux auraient fait aux êtres humains pour qu'ils puissent vivre les uns avec les autres, l'élément du mythe étant le suivant. On imagine qu'au moment de la création, Épiméthée et Prométhée devaient se charger de répartir entre tous les vivants de quoi survivre et de quoi se protéger pour assurer leur survie. Épiméthée, l'oublieux, l'étourdi, avait oublié les hommes, donc il a distribué les crocs, les griffes, la fourrure, le grand cou de la girafe, tout ce que vous voudrez, mais il n'y avait plus rien pour les hommes. Et voici pourquoi les êtres humains sont des êtres fragiles, précaires, qui ne peuvent pas survivre. Donc, que faire? On a donné aux hommes, aux êtres humains, les techniques. Donc, avec le feu, les outils, il y a eu un début de quelque chose. Mais ils se sont entre-déchirés et disputés entre eux, et donc il a fallu, pour assurer leur coexistence pacifique, leur donner l'aidos, le respect, et dikē, la justice. L'idée dans le mythe est que, sans respect de l'autre, on est voué à l'état de guerre, et c'est un don divin, dans ce mythe, puisqu'il s'agit d'un mythe, qui aurait permis à la communauté humaine de s'élever au-dessus de la simple nature. Sentiment fondateur, fait de crainte, mais aussi de pudeur, de retenue, de honte, de refus d'abuser de sa force ou de son droit, l'aidos s'impose à tous et se manifeste par des égards. La question, évidemment, est des égards par rapport à qui? Première remarque, le respect a mauvaise presse. Parce que dans les sociétés traditionnelles, le respect est quelque chose sur quoi l'on se fonde dans une perspective souvent hiérarchique et inégalitaire. Le respect est asymétrique. Les sociétés traditionnelles commandent que soient respectés avant tout les dieux, les textes et mythes fondateurs, les ancêtres,
les morts, les parents plutôt que les enfants, les parents plutôt que ceux qui n'ont pas d'enfants, les maîtres plutôt que les esclaves. Il y aurait donc des différences plus respectables que d'autres et un ordre de soumission ou de domination serait sous-jacent à l'exigence de respect. Pour prendre un exemple, Plutarque, dans ses Morales, dit « Il faut révérer les dieux, honorer les parents, respecter les vieillards ». De même, dans les lois, Platon établit 7 titres à la domination, 7 titres à commander, qui circonscrivent le respect particulier dû à ceux qui ont, par eux-mêmes, une légitime autorité en vertu de la place qu'ils occupent ou du rang qui est le leur. Ainsi, c'est aux enfants de respecter les parents, le vulgaire doit respecter le noble, les jeunes doivent respecter les vieux, les esclaves doivent respecter les maîtres, les faibles doivent respecter les forts, les ignorants respecter les savants, et l'ensemble des citoyens doit respecter celui que le sort a désigné pour commander. On le voit ici, le respect est quelque chose d'asymétrique qui va toujours dans le même sens. Dans ce texte, qui est le dernier texte que Platon ait écrit, qui ne ressemble pas au reste de son œuvre, ni les différences de genre, ni l'homosexualité ne trouvent leur place, pour 2 raisons, l'une positive et l'autre négative. Positivement, les garçons et les filles partagent tout dans la cité réalisable qui s'appelle Cité des Magnettes. Ils partagent tout, ils sont éduqués ensemble, dès ce qui ressemble à une école maternelle, dès 3 ans. On les arrache à leur famille pour leur faire jouer au même jeu, leur apprendre les mêmes choses. Et puisqu'ils ont une éducation mixte, on suppose qu'ils auront toujours des relations construites les uns avec les autres. Ça veut dire qu'ils feront les mêmes choses. Et donc, il y a une promotion de l'hétérosexualité au motif qu'ils font tout ensemble. Donc, dans la cité des Magnettes, s'il y a une guerre, les femmes devront faire la guerre parce qu'il n'y a pas de raison. Négativement, et là ça devient moins sympathique, l'homosexualité est condamnée en tant qu'orientation sexuelle. Elle est condamnée parce que, je cite le préambule à la loi qui obligerait les citoyens ayant atteint l'âge de 35 ans qui n'auraient pas encore d'enfants, qui essaieraient de les convaincre plutôt que de les punir, que maintenant ça suffit, il faut quand même songer à se reproduire pour assurer la pérennité de la cité. Voici ce que dit ce préambule. L'homosexualité contredit, je cite, l'affinité naturelle qu'a l'espèce humaine avec la totalité du temps, qu'elle accompagne et accompagnera continuellement, et c'est de cette manière-là qu'elle est immortelle, en laissant derrière elle des enfants de ses enfants, et ce, en étant toujours une et identique. La génération est pour elle un moyen de participer à l'immortalité. Il n'est donc jamais pieux de se priver soi-même de ce privilège, et c'est pourtant ce que fait délibérément quiconque se moque d'avoir une femme et des enfants. C'est en 721. Donc, pas de place pour l'homosexualité dans cette cité-là, pour une homosexualité qu'on respecterait. Maintenant, il y aura des pratiques homosexuelles. Très probablement, dans la cité des lois, les pratiques homosexuelles seront tolérées pour la bonne et simple raison qu'il y a bien d'autres façons d'assurer son immortalité que celles qui passent par le corps et la reproduction. Les philosophes assurent leur immortalité en restant présents dans l'esprit des autres. Ça n'a rien de sexuel, mais du coup, ça n'a rien de sexué non plus. Donc, il y aura une tolérance de l'homosexualité, mais le respect ira à ceux qui perpétuent l'espèce pour 2 raisons. D'abord, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Ensuite, puisqu'il y a une éducation à différencier entre les filles et les garçons, après tout, l'homosexualité n'a plus de dimension institutionnelle, éventuellement on y reviendra dans le débat, elle devient donc quelque chose qui ressemble à ce qu'elle est chez nous, c'est-à-dire une orientation sexuelle et non pas quelque chose qui est un rouage dans la vie institutionnelle. Vous voyez que ce texte est quand même très loin des textes de départ, mais c'est un peu moins pire que l'athéisme. On peut dire la chose suivante, l'homosexualité est tolérée sur le plan des pratiques, mais elle n'est plus constitutive institutionnellement du fonctionnement de la cité. Par contre, l'athéisme n'est même pas toléré du tout, parce que l'athéisme nuirait à la cité immédiatement. Donc,
souvent les commentateurs disent quand même un drôle de texte. On a l'impression quand on lit les lois de Platon que, en fait, Platon condamnerait Socrate. Non seulement Socrate corrompait la jeunesse, mais en plus il était accusé d'athéisme. Au fond, pour le dernier Platon, c'est vrai que Socrate pose un grave problème. Il est trop différent, il est trop atopique. Donc vous le voyez, une chose est de dire que Zeus a rendu l'homme capable de respecter, le respect qui ne s'obtient ni ne se donne sous la contrainte fait en quelque sorte l'humanité de l'homme. Autre chose est de définir les objets que leurs différences, leur place ou leur fonction spécifique rendront éligibles au respect. On qualifie d'ailleurs certaines sociétés de traditionnelles, précisément parce qu'elles regardent plus en arrière que devant elles, elles se tournent spontanément vers leur origine pour fonder leurs innovations. Le terme même de respect en français vient de respiquere, regarder derrière soi, garder les yeux fixés sur ce qui précède pour garantir une certaine stabilité ou légitimité. Dans de telles sociétés, le respect des différences est en réalité le respect d'un ordre global, cosmos antique, ordre féodal, ordre dans lequel chaque chose et chaque être a une sorte de lieu naturel où il doit rester pour devenir pleinement ce qu'il doit être et remplir sa fonction. Cet espace est hétérogène, toutes les places ne se valent pas, toutes les façons de faire et de penser ne sont pas également respectables, ni d'ailleurs respectées. Or, nous ne vivons plus dans ce type de société. Dans des sociétés individualistes, et non plus, comme on le dit généralement, holistes, qui se pensent d'abord comme un tout de façon organique, dans des sociétés individualistes où l'individu tend à valoriser un présent renouvelé et revendique ce que Freud a appelé, je vais y venir tout de suite, le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire la liberté de vaquer à ses occupations propres et de se consacrer à ses proches, amis, famille, personnes qui ressemblent à cet individu et partagent ses valeurs, l'atomisation du lien social peut alors devenir explosive. Et soudain, on se dit dans de telles sociétés, respecter les différences, c'est risquer un conflit des différences, un désordre général lié aux différences. Je laisse de côté, on y reviendra peut-être aussi, les conséquences politiques de ces conflits sociétaux. Tocqueville les a exposés dans un texte que vous connaissez pratiquement tous, dans De la démocratie en Amérique. Il a exposé les conséquences terrifiantes d'un despotisme doux, très très doux, auquel sont exposés les régimes démocratiques dès lors que les citoyens se replient sur leurs différences particulières et ne participent plus que très épisodiquement à la vie politique, en gros le jour des élections, pour se recentrer exclusivement sur leur petite vie, en disant à ceux qui gouvernent « Occupez-vous de tout, nous souhaitons vivre ». Le repli sur soi apparaît en effet comme quelque chose qui menace ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, ou du moins l'unité de la communauté. Les différences se trouvent prises dans une logique d'affrontement dès lors que chacun exige que son idiosyncrasie soit respectée, sans être prêt pour autant à trouver respectable sous quelque aspect que ce soit des modes de vie et de pensée qui sont aux antipodes des siens. Plus radicalement, Freud explique, en particulier dans Malaise dans la civilisation, qui est aussi un texte que vous connaissez en général, texte de 1930, explique que chaque groupe de gens a tendance à renforcer sa cohésion propre, sa différence, en nourrissant une franche hostilité envers l'altérité, autrement dit, en rejetant la différence de l'autre. Voici comment, dans Malaise dans la civilisation, il décrit le narcissisme des petites différences, en s'excusant d'ailleurs de la formule qu'il ne trouve pas très éclairante. Je le cite. « Il est toujours possible d'unir les uns aux autres par les liens de l'amour une plus grande masse d'hommes, à la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors d'elle pour recevoir les coups. Je me suis occupé jadis de ce phénomène que justement les communautés voisines et même apparentées se combattent et se raillent réciproquement. Par exemple, Espagnols et Portugais,
allemands du Nord et du Sud, anglais et écossais, etc. Je l'ai appelé narcissisme des petites différences, nom qui ne contribue guère à l'éclairer, pour désigner une satisfaction commode et relativement inoffensive de l'instinct agressif, par laquelle la cohésion de la communauté est rendue plus facile à ses membres. Le peuple juif, du fait de sa dissémination en tout lieu, a dignement servi de ce point de vue la culture des peuples qu'il hébergeait. Fin de citation. Vous voyez que l'idée de Freud est intéressante dans le narcissisme des petites différences parce qu'il nous montre ce que serait une égale acceptation de toutes les différences qui, dans l'espace public, entreraient en conflit. Son idée, c'est qu'une différence spécifique s'affirme en effet d'autant plus qu'elle se démarque à l'intérieur d'un groupe ou à l'intérieur d'un genre de ce qui est, par rapport à soi ou au sien, à la fois même et autre, un peu pareil, mais pourtant différent. C'est, dit Freud, une logique plus subtile, plus différenciée, moins violente et définitive que le mécanisme du bouc émissaire ou le racisme spontané et quasi universel qu'évoque Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire, car il s'agit d'une agressivité ou d'un rejet qui ne s'accompagne pas de violence effective, qui ne s'accompagne pas de passage à l'acte. Mais on voit à quel point la formule respect des différences peut devenir problématique dans ce type de société. C'était la première remarque. Deuxième remarque que l'on peut faire à la lecture du mythe de Protagoras, couplé à Eidos et Dickey, le respect et la justice, c'est les présenter comme deux conditions sine qua non d'une vie en communauté, c'est-à-dire comme deux dispositions qui sont complémentaires l'une de l'autre. La question est donc en quoi le respect des différences et la justice envers les différences seraient-elles complémentaires? Qu'est-ce qui les distingue et finalement, pourquoi elles? Sincèrement, quand on lit le texte, on se dit tiens, Eidos, Dickey, on ne comprend pas très bien pourquoi. Pourquoi elles? La justice humaine, par opposition à la justice divine, Thémis, est du côté de la loi, du côté du nomos, et elle a pour domaine privilégié la politique. Or, la loi, même pour les Grecs, on sait ça pour nous à partir du XVIIIe siècle, dans toute la pensée qui précède les droits de l'homme, mais même pour les Grecs, la loi a comme défaut majeur sa généralité. Elle ne tient pas compte des différences naturelles, des cas particuliers, elle s'impose également aux forts et aux faibles. Comme le souligne le sophiste Calliclès dans le Gorgias, je cite ce propos abominable qui a sa suite dans les écrits de Nietzsche, la loi est faite par les faibles et par le grand nombre, c'est donc par rapport à eux-mêmes et en vue de leur intérêt personnel qu'ils font la loi, pour effrayer les forts, les plus capables de l'emporter sur eux. Ils racontent que toute supériorité est laide et injuste et que l'injustice consiste à vouloir s'élever au-dessus des autres. Gorgias 483c. La loi de nature est que le prédateur dévore sa proie, que le loup mange l'agneau, dira Nietzsche, que la majorité l'emporte sur la minorité. Or, la justice d'institution humaine se présente comme un égalisateur des différences. Il est toujours dans l'intérêt des plus faibles de dire que les forts ne sont pas plus forts et qu'ils devront obéir à la même loi. L'idée de Calliclès, c'est que la loi nivelle les différences, puisque par définition, elle ne les prend pas en compte, au nom du général, que l'on n'appelle pas encore chez les Grecs l'universel. Que fait Socrate? Il réfute Calliclès sur sa conception de l'égalité en lui expliquant que l'égalité ne se borne pas à l'égalité arithmétique, à cette dimension humaine, trop humaine, qui consiste à prétendre que les hommes sont égaux entre eux, que les hommes sont égaux terme à terme. Malgré ta science, dit Socrate ironiquement à Calliclès, tu oublies une chose, tu oublies que l'égalité géométrique est toute puissante, aussi bien parmi les dieux que parmi les hommes. Et si tu es d'avis qu'il faut travailler à l'emporter sur les autres pour revenir à la loi de la nature, c'est tout simplement que tu négliges la géométrie.
Ce texte très ancien est en fait un texte capital pour penser les différences parce que lorsque Calliclès oppose à ce que nous appellerions l'égalitarisme, la loi du plus fort qui règne dans la nature, il ne voit pas que la justice peut se définir comme, je cite un peu plus loin Socrate, un respect de l'ordre, autrement dit, une structure d'ordre. L'égalité géométrique, c'est celle qui respecte les différences, qui les intègre, parce que la justice géométrique est proportionnelle. L'ordre, comme le respect ou la dignité, sonnent traditionnels, mais en fait, ce sont des concepts qui, intrinsèquement, n'ont pas de couleur politique, et Socrate est le premier à nous dire que dans toute société, il faut articuler l'égalité terme à terme et l'égalité proportionnelle ou géométrique. En gros, c'est ce qu'on est censé faire pour les impôts. Enfin, si ça se passait bien, tout le monde payerait des impôts, même ceux qui ont très peu, symboliquement, ils paieraient quelque chose. Et puis ensuite, c'est proportionnel, ça dépend des revenus, avec des seuils et des franchissements de seuils. Platon le reconnaîtra, en tout cas dans le politique, la loi pose des problèmes parce qu'elle ne tient pas compte des différences. Elle est, dit-il dans le politique, comme un ignare qui dit toujours la même chose, quelle que soit la personne à qui elle s'adresse. Elle ne tient pas compte des cas particuliers parce qu'il est dans sa définition d'être général. Platon en tirera, là encore, comme conséquence que si on veut vraiment que les différences soient respectées, il faut qu'au-dessus de la loi qui est générale, il y ait un gouvernant, un tyran éclairé qui vérifie ce qui tombe sous la généralité de la loi pour rectifier au cas par cas. Là encore, on n'est pas obligé de penser comme Platon qu'un tyran éclairé, c'est mieux que la généralité de la loi, mais on voit quand même l'idée. Quand on fait tourner des algorithmes et puis qu'on dit qu'il faut quand même qu'il y ait un être humain qui regarde ensuite dans les classements et qui repère les cas particuliers qui n'ont pas été pris à Parcoursup parce qu'il y avait quelque chose, on se dit, bah oui, ça a quand même une fonction corrective par rapport à la généralité d'un traitement global. On voit donc, à partir de là, qu'il y a un problème moral que pose parfois la loi dans son application, parce que la loi est générale, son application est aveugle, et si donc Protagoras conjugue Aïdos et Dikès, le respect et la loi, c'est parce que la loi, la justice humaine est générale, mais précisément, la loi ne suffit pas à assurer la justice dans une communauté. Il faut toujours, dans toute communauté, prendre en compte d'une manière ou d'une autre les spécificités, les exceptions, les différences naturelles ou institutionnelles. Bref, d'une manière générale, il faut compenser la généralité de la loi par la souplesse de l'équité. Au fond, politiquement parlant, ce qui correspond au respect des différences, c'est l'équité. L'équité, c'est la justice quand elle épouse les contours du réel dans sa particularité. Voici comment Aristote, dans l'Éthique au Nicomaque, livre 5, chapitre 14, définit ce qu'est l'équitable. Ce qui fait la difficulté dans une communauté politique, c'est que, je le cite, l'équitable, tout en étant juste, n'est pas juste selon la loi. C'est plutôt un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'applique avec rectitude. Fin de citation. Non que la loi soit mauvaise ou que le législateur soit en faute, il y a là quelque chose qui vient de la nature des choses. Il y a beaucoup d'irrégularités, de diversité. Les cas qui feront exception au bien fondé de l'application de la loi doivent être pris en compte. L'équité est ainsi définie comme une forme spéciale de la justice qui respecte les différences en procédant par décret, dit Aristote, aujourd'hui on dirait par jurisprudence, à la façon de la règle de Lesbos.
Vous connaissez la règle de Lesbos, je vois que vous souriez, à la façon, dit Aristote, dont la règle de Lesbos épouse les contours de la pierre. On prétendait que dans la ville de Lesbos, les maisons étaient faites en simèse et que du coup, il y avait des incurvations bizarres qu'on ne pouvait mesurer qu'à condition d'utiliser une règle souple, un peu comme les maîtres de couturière. Et cette règle de Lesbos est apportée comme ce qui métaphorise ou symbolise le respect des différences dans une communauté. C'est un correctif moral à la généralité et à l'impersonnalité qui règne dans l'ordre politique. Ainsi, d'un côté, il est consubstantiel à la loi d'être générale dans sa formulation comme dans son objet. De l'autre, les personnes auxquelles elle s'applique sont souvent dans des situations très différentes, biologiquement et socialement. Il faut donc jouer sur les deux tableaux, la loi et l'équité, la loi et le respect dans sa généralité et le respect des différences pour compenser la rigueur des lois par l'exigence d'équité. Rousseau, au XVIIIe siècle, nous expliquera bien pourquoi. Si on ne compense pas la généralité des lois par le respect des différences naturelles, on risque de transformer les différences naturelles en inégalités d'institutions et surtout à prendre les inégalités d'institutions, celles que l'ordre politique a produites, pour des différences de nature. L'image fameuse du second discours, du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, est la suivante: qu'un géant et un nain marchent sur la même route, chaque pas qu'ils feront l'un et l'autre donnera un nouvel avantage aux géants. Et un peu plus loin, Rousseau dit: on sait combien l'inégalité naturelle doit augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institutions. Entendons par là, le problème des communautés humaines est le suivant: il y a des différences naturelles, mais le mal vient de ce que, souvent, les institutions les renforcent au lieu de les minorer. On voit donc que l'universalisme auquel on faisait allusion l'autre jour dans la tradition philosophique n'a en fait jamais éludé la question des différences. L'égalité devant la loi est l'une des solutions que préconise Rousseau pour échapper aux apories de l'égalité arithmétique que dénonce Cadiclès. L'idée générale, c'est que c'est bien parce que les hommes sont différents qu'on a besoin de défendre l'égalité. L'égalité est souvent défendue comme si c'était la même chose que l'identité, ce qui est un contresens majeur. Il y a des nains dans le registre de Rousseau, il y a des géants, ils ne seront jamais égaux entre eux. La grande idée du XVIIIe siècle, qui n'est pas satisfaisante pour changer la réalité des choses, mais qui est déjà beaucoup, c'est puisqu'ils ne seront pas égaux entre eux parce qu'ils sont trop différents, il faut qu'ils soient égaux devant la loi. Ils pourront l'être en droit, ce qui veut dire que la loi intervient ici comme un troisième terme qui déjoue le rapport de force ou de domination entre les individus. Donc la loi ici est à la fois peu et beaucoup. Nous sommes très sensibles au fait qu'elle est peu. Elle n'est pas assez. Mais dans un premier temps, elle apparaît comme beaucoup parce qu'elle nous dit la chose suivante: il y a des différences et les différences vont demeurer. La loi ne peut pas annuler les différences. Elle ne peut d'ailleurs pas, en tant que loi, les compenser. Il y a des différences qui demeureront, mais la loi sera la même pour le fort et le faible. Si elle ne supprime pas la différence réelle entre eux, elle va annuler les effets de cette différence, non seulement sur le plan des droits, mais aussi au niveau sociétal. Dans cette réflexion sur le respect des différences, l'idée de Rousseau est la suivante. En fait, ce sont les rapports interpersonnels entre les personnes différentes qui sont, comme vous le savez, la source de tous les vices. Il y a deux sortes de dépendance, celle des choses qui est de la nature, celle des hommes qui est de la société. Chaque fois qu'on dépend des autres, qu'on a un rapport de dépendance personnelle, on risque d'être perverti. Rousseau le dit mieux que moi, il l'exprime ainsi: la dépendance des hommes engendre tous les vices, et c'est par elle que le maître et l'esclave se dépravent mutuellement. S'il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans la société, c'est de substituer la loi à l'homme et d'armer les volontés générales d'une force réelle, supérieure à l'action de toute volonté particulière. Fin de citation, c'est dans les 1000 livres 2.
Bien sûr, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que les contours du réel résistent à l'inflexibilité de la loi et à l'universalité de la loi. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que ce sont les hommes qui appliquent les lois, ce sont eux qui jugent et ce sont eux qui punissent au moyen des lois. Donc la loi n'est pas la panacée, mais c'est quand même beaucoup dans la mesure où la loi apparaît comme, encore une fois, un troisième terme. Un troisième terme qui n'est pas dans le déni des différences terme à terme entre fort et faible, mais qui s'interpose dans le jeu des forces, et s'il n'y a pas de loi, il y a libre cours. Le laisser-faire, la libre concurrence, c'est précisément ce contre quoi va la loi. Pour mémoire, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais à propos de cette importance de la loi en son temps, même si aujourd'hui nous sommes très mécontents que la loi fasse si peu, en 2015, il y a eu un très beau film qui s'appelait Les Suffragettes, de Sarah Gavron, et qui racontait l'histoire en 1912-1913 des militantes du mouvement britannique pour le droit de vote des femmes. C'est pour ça qu'il est resté célèbre, le premier film dans lequel on voyait, enfin qui était tourné dans l'enceinte du Parlement anglais. Et à la fin du film, si vous l'avez vu ou si vous le voyez un jour, vous verrez, il faut aller jusqu'au bout parce que le meilleur c'est la fin. À la fin du film, il y a une liste exhaustive de tous les pays, de la date, du moment où dans chaque pays, le droit de vote a été donné aux femmes. Et c'est très amusant parce que dans la salle, tout le monde commente. Et c'est très surprenant pour des non-historiens qui. Il y a parfois des surprises. On sait bien que la France est à la queue, mais on est surpris des pays qui viennent avant. Donc si on récapitule à partir de ces quelques jalons, on peut voir que plusieurs difficultés apparaissent qui sont, pour les unes, d'ordre conceptuel et pour les autres, de l'ordre du constat de fait. Premièrement, et sur un plan général, celui des notions, on peut supposer que le respect est une disposition essentiellement morale ou éthique. Je prends pour le moment ces deux adjectifs comme synonymes. C'est un gros problème que je garde pour la fin. Une disposition assez constante, sinon universelle, par laquelle les êtres humains font plus que tolérer et moins qu'aimer. Aimez-vous les uns les autres est un précepte d'une grande ambition. Quoi qu'on puisse l'interpréter d'une façon moins effrayante que ce à quoi on pense à première lecture. Tolérez-vous les uns les autres est en revanche plutôt modeste, car la tolérance s'accommode d'une relative indifférence entre les individus qui coexistent les uns à côté des autres et dénote une acceptation parfois désabusée de l'altérité. Que voulez-vous, ces gens-là sont comme ça, plutôt qu'une reconnaissance de sa valeur intrinsèque. La reconnaissance consisterait à dire « ils ne font pas comme nous, mais ils ont l'air de s'en porter fort bien ». La tolérance compose avec les différences, elle fait avec, et elle s'interdit d'interdire, de les interdire, sans pour autant s'efforcer de les comprendre. Locke, dans sa lettre sur la tolérance de 1667, nous dit qu'il n'y a personne qui puisse, quand il le voudrait, régler sa foi sur les préceptes d'un autre. À ce titre, donc il y a vraiment chez Locke l'idée qu'il est irrationnel de vouloir changer les autres. Ceux qui ne sont pas comme nous, on ne les changera pas. En fait, on ne sera jamais d'accord. Donc la tolérance apparaît ici comme ce que doit faire ce à quoi doit recourir le magistrat. Le magistrat, dit-il, doit, dans une société libre, tolérer toutes les opinions susceptibles d'avoir des conséquences pratiques, à l'exception de celles dont les conséquences seraient contraires au bien temporel de l'État et aux bonnes mœurs dont le respect est indispensable à la défense des intérêts temporels du peuple. Donc le critère de non-nuisance est ici essentiel. À partir du moment où vos opinions, vos manières d'être, vos manières de vivre ne font de tort à personne, on doit les tolérer, quoi qu'on en pense par ailleurs. Pour un libéral comme lui, la tolérance va très loin dans l'acceptation des positions autres jusqu'à l'aberration d'un point de vue cognitif, car la tolérance n'établit pas de solidarité intrinsèque avec le savoir. Ainsi, l'État ne forcera pas les citoyens, nous dit-il, à dire que la Terre tourne autour du Soleil, car en croyant le contraire, les citoyens qu'on appellerait aujourd'hui
non, non galiléens, coperniciens, ou, pour prendre ceux qui existent réellement, les terreplatistes. Les terreplatistes ne nuisent pas aux intérêts de leurs voisins. On ne respectera pas la vision du monde d'un terreplatiste, mais on la tolérera tant qu'elle ne nuit pas à autrui. L'État a quand même un rôle à jouer dans cette affaire, car évidemment, on instruira l'ignorant ou l'insensé, cela va de soi, mais on le tolérera. On ne le respectera pas, on le tolérera, on l'instruira. En matière de religion, la lettre sur la tolérance démontre ainsi moins l'illégitimité de la contrainte étatique que son irrationalité, car au cœur de son argumentation figure une thèse fort simple. Nos opinions, nos croyances et une grande partie de nos pensées ne sont pas en notre pouvoir. Et la violence ne nous fera jamais abandonner notre point de vue ou notre dogme. Si on lit Freud et le narcissisme des petites différences, on peut même se demander si malheureusement il n'y a pas un effet pervers. Non seulement la violence ne nous fera pas abandonner nos positions, mais même elle risque de les renforcer par repli sur notre communauté et narcissisme de nos petites différences. Dans le langage de Locke, XVIIe siècle, ça donne la chose suivante. Si un catholique romain croit que ce qu'un autre appelle du pain est le véritable corps de Jésus-Christ, il ne fait aucun tort à son prochain. Si un juif ne croit pas que le Nouveau Testament soit la parole de Dieu, les autres en jouissent-ils moins de tous leurs droits civils? Et si un païen rejette le Vieux et le Nouveau Testament, faut-il le punir comme un mauvais citoyen qui est indigne de vivre? Soit que l'on croit ou que l'on ne croit pas ces choses, le pouvoir du magistrat et les biens des sujets sont à couvert et en sûreté. Et les lois n'ont jamais à décider de la vérité des dogmes. Elles n'ont en vue que le bien et la conservation de l'État et des particuliers qui le composent. C'est une définition, je crois, très claire et très simple de la tolérance pour faire une place à des rituels qui relèveraient de la religion musulmane. J'ajoute qu'un peu plus haut, page 193 de l'édition GF, l'exemple est pris de certaines personnes qui, dans une société, voudraient soudain tuer un veau que vous pouvez remplacer, si vous le voulez, par un mouton. Le philosophe nous dit qu'il leur sera permis de le tuer chez eux et d'en faire ce qu'ils voudront, festin, sacrifice, immolation, pourvu que cela ne fasse de tort à personne, ni ne diminue le bien des autres. Ça veut dire que le magistrat pourrait interdire que l'on égorge des moutons en cas de disette, parce qu'il faut quand même garder à manger pour tout le monde, ou en cas de maladie qui aurait décimé le cheptel ovin, pour en laisser croître le nombre. Mais en ce cas, la loi serait politique et non religieuse, et elle interdirait non pas d'immoler ou d'égorger l'animal, mais tout simplement de le tuer. Tolérer les différences est donc, là encore, à la fois peu, c'est moins que le respect, et ce peu est pourtant déjà beaucoup. Tout ce passage, qui a l'air très loin de nous, suffirait en fait à justifier ce que l'on a appelé, ce qui n'était pas très heureux, la formulation n'est pas très heureuse, le mariage pour tous, et à quoi a répondu dans l'affrontement, ce qui avait un nom encore plus malheureux, la manif pour tous. La tolérance des différences est la manière la plus économique, la plus juste et la plus efficace d'imposer un contrat de mariage entre personnes de même sexe en disant simplement ceci. C'est très économique. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de la défense du mariage homosexuel. Le mariage pour tous n'enlève rien à personne, ne nuit à personne, ça n'enlève strictement rien aux personnes de sexe différent, ça n'oblige les hétérosexuels à rien du tout, on ne leur demande pas du tout de devenir homosexuels. En fait, il ne fait de tort à absolument personne, parenthèse pour le débat, aussi longtemps, du moins, que la question de la filiation et donc de la GPA n'est pas impliquée directement. Or, on peut penser que le mariage n'est pas une affaire de sentiments seulement, mais c'est une affaire de patrimoine, de filiation, etc. Donc, les problèmes sont peut-être à l'avenir, mais le mariage homosexuel, en fait, n'aurait jamais dû déclencher tant de haine et tant de mélange des genres. Entendons par là, on a le droit de n'être pas d'accord avec cette loi au niveau des valeurs, on a le droit d'être un catho tradi, ça ne pose pas de problème, ou de trouver au nom de sa religion que c'est une abomination, mais
on doit tolérer des valeurs qui ne sont pas les siennes. La fameuse phrase de Tristram Engelhard Jr. qui est citée dans le texte 1 par Anne Fagolargeau dans Médecine et philosophie. J'en ai fait pour ma part ma devise, elle est en italique à la fin du texte 1. Il faut souvent tolérer pour des raisons morales ce qu'on condamne soi-même pour des raisons morales. Donc la tolérance maintient les différences, on n'est pas d'accord, mais vous savez quoi, on se tolère. Et je reviendrai tout à l'heure sur le respect pour savoir si ce sont les différences que l'on respecte ou les personnes avec leurs différences. Dans ce texte 1, Anne Fagolargeau, qui est spécialiste de bioéthique, qui est à la fois philosophe et médecin, professeur au Collège de France, enfin honoraire je crois, fait remarquer, et ça me mène à mon second point, c'est-à-dire non pas aux problèmes conceptuels, notionnels, ce que j'ai appelé tout à l'heure les difficultés d'ordre général, mais dans un second temps, les difficultés d'ordre historique ou d'ordre descriptif concernant notre société, qui n'est pas toutes les sociétés, qui est un type de société particulière. Le début de cette citation nous dit « Constat, le bilan de la situation dans les démocraties libérales est esquissé par Tristram Engelhard. Nous n'avons plus en commun ni une tradition religieuse unanime, ni ce qui, depuis les siècles des Lumières, en tenait lieu, une croyance en l'universalité de la loi morale au cœur de la nature humaine. Nous ne pouvons pas présumer que nous avons tous la même idée du bien, nous vivons le pluralisme. » Cette phrase est un constat dans lequel je voudrais m'installer donc dans un deuxième temps. Nous avons distingué deux types de sociétés, les sociétés holistes ou traditionnelles, et qui sont fermées, qui se présentent comme des structures d'ordre, dans lesquelles les différences ne sont pas respectées. En fait, les différences sont exigées pour que chacun soit à sa place, parce que l'équilibre du tout a besoin de l'agencement des parties différenciées, avec cet inconvénient majeur que les places y sont fixées une fois pour toutes. Si vous vous représentez une société comme un organisme, il ne faudrait quand même pas non plus que le foie migre, fasse sa migration, et que le foie décide tout d'un coup qu'il veut vivre comme mon cœur, et que mon cœur décide qu'il veut vivre comme mes pieds. Donc dans ce type de société, il n'y a pas de respect des différences. En fait, les différences sont imposées et exigées. Mais nous ne vivons pas dans ce type de société. Il s'agit pour nous, au moins au titre de principe, de rendre les trajectoires individuelles plus ou moins ouvertes. La caractéristique des sociétés appelées ici démocratiques et libérales sont que ce sont, pour aller vite, des sociétés organisées autour de la science et de la liberté. La science régnant sur l'espace commun et la liberté occupant la sphère individuelle. Dans son petit ouvrage intitulé « Cours familier de philosophie politique », Pierre Manant, qui n'est pas un progressiste, mais plutôt un traditionnaliste, a une formule assez heureuse. Il dit que nous vivons sous le régime des séparations. Sous le régime des séparations parce que dans la société moderne, seule la science et son pendant, le développement technologique, font l'objet d'un consensus, d'une approbation publique. Les autres valeurs, les valeurs esthétiques, les valeurs morales, les valeurs religieuses, n'ont plus assez de force pour être reçues dans un espace public et partagé. Elles sont donc reléguées à la vie privée. Le premier qui l'a constaté avec tristesse, je crois, c'est Max Weber dans sa célèbre conférence de 1919 sur la vocation de savant. Il dit dans ce texte, je le cite, tout le monde connaît la formule, je crois, désenchantement du monde, le destin de notre époque, donc notre époque c'est 1919, en l'occurrence c'est pas 1923, mais ça n'a pas, c'est pas 2023, mais ça n'a pas énormément changé. Le destin de notre époque, caractérisé par la rationalisation, par l'intellectualisation et surtout par le désenchantement du monde, a conduit les êtres humains à bannir les valeurs les plus sublimes de la vie publique. Ces valeurs ont trouvé refuge soit dans le royaume transcendant de la vie mystique, soit dans la fraternité des relations directes et réciproques entre individus isolés. Fin de citation, je vous épargnerai ma tristesse bien plus grande que celle de Max Weber, parce que je ne doute pas qu'il y ait une idée du bien
dans les grandes religions qui permettent de se mettre d'accord, pas dans la vie publique, mais entre coreligionnaires, je note quand même que la fraternité des relations directes et réciproques entre individus isolés, la vie associative, la vie de parti, je crois que c'est un peu pire maintenant qu'au XXe siècle. Passons sur cette question. On voit que c'est un regrettable constat, que celui qui est fait là, et auquel il est difficile de ne pas souscrire. L'idée de Max Weber, c'est de souligner un aspect fondamental de notre société que nous n'avons pas choisi, auquel nous sommes voués. Notre société organise les séparations. C'est la caractéristique d'une démocratie libérale. Elle organise les séparations. L'homme moderne, l'homme démocratique veut d'abord créer le cadre de sa vie, un cadre qui soit le plus neutre, le plus vide même, afin de pouvoir vivre ensuite d'autant plus librement dans l'espace privé qui est celui de ses valeurs morales, religieuses, esthétiques, celui qui correspond à la façon dont il souhaite vivre. D'où le bilan qu'évoque Anne Fagot-Largeau ici dans le texte 1, qui veut dire par rapport à l'histoire de la philosophie la chose suivante. Plus personne en philosophie, les philosophes sont perchés, mais pas à ce point, ils sont dans le monde réel, plus personne en philosophie n'espère fonder une éthique universelle pour des raisons qui sont non pas des raisons philosophiques, mais des raisons de fait. Nos sociétés ont admis le pluralisme des opinions éthiques et elles en ont même fait une valeur au titre de respect des différences et parce que, selon Carl Otto Appel dans un essai de 1967 sur l'éthique à l'âge de la science, le développement d'un espace public de discussion critique et le développement de la science dans cet espace a creusé le fossé entre ce qui est affaire de vérité objective, les données scientifiques sur lesquelles on peut établir un consensus rationnel, et ce qui est affaire de préférences individuelles ou d'orientation individuelle, les choix éthiques privés, l'orientation sexuelle, tout ce qui, en réalité, n'a pas à être fondé en raison, ni justifié, mais relève de la liberté individuelle. Le relativisme des valeurs est donc, en ce sens, non pas une position philosophique, c'est juste un fait. C'est un fait. Les valeurs sont relatives, on n'a pas la même idée du bien quand on est croyant, quand on ne l'est pas, quand on est de gauche, quand on est de droite, quand on est homosexuel, quand on est hétérosexuel. Ce ne sont pas les mêmes valeurs primordiales, c'est comme ça. Que propose globalement la philosophie face à ce tableau esquissé au départ par Max Weber? Elle propose la chose suivante. Pour lutter contre le relativisme de la philosophie, ce qui correspond à la dernière phrase du texte 1, pour autant le philosophe n'est pas forcé au nihilisme, donc pour lutter contre le relativisme des valeurs, faute de références métaphysiques communes et d'une conception du bien qui s'imposerait à tous, la philosophie contemporaine s'en remet en grande partie à ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle, depuis Habermas, Jürgen Habermas, il est encore vivant, donc Jürgen Habermas, l'éthique procédurale. Et sans doute l'importance démesurée et souvent d'ailleurs dénoncée du langage, aussi bien dans la philosophie analytique anglo-saxonne que dans la philosophie dite continentale récente, vient-elle justement de cette relativité des valeurs. Sur les problèmes du bioéthique, qui vont aller proliférant dans les décennies qui viennent, au fond, philosophiquement parlant, on n'a rien trouvé de mieux à faire que de réunir dans des comités consultatifs des représentants des principaux courants de pensée, des représentants des principales valeurs, et de les faire discuter entre eux jusqu'à ce qu'une conclusion unanime se dégage, le seul accord supposé au départ entre les parties étant un accord sur la procédure de discussion. Différentes familles de pensée sont convoquées, entendues, également respectées. Il y a des procédures, ce n'est pas du tout une conversation sans règles qui se passe dans les comités d'éthique. Et dans un tel cadre, il est admis comme une évidence par tout le monde que les décisions éthiques sont précaires et dans une large mesure arbitraires, puisqu'elles sont le fruit de négociations qui pourront être remises en cause à mesure que des nouvelles générations d'interlocuteurs prendront part au débat et que de nouvelles visions du monde s'affirmeront.
Autrement dit, philosophiquement parlant, en termes de rapport aux différences, l'idée c'est de bricoler, comme disait Lévi-Strauss. On bricole. On n'a pas beaucoup mieux à proposer. Personne en philosophie ne propose un système éthique donnant une idée du bien qui devrait s'appliquer à tous. Ça n'existe plus depuis longtemps. Ce n'est pas ce que fait la philosophie, qu'elle soit analytique ou continentale. Donc, si vous préférez, le rouleau compresseur universaliste qui ne tiendrait pas compte des différentes conceptions du bien est en fait très loin des conceptions philosophiques actuelles et même inexistant. Si on défend l'universalisme, c'est toujours dans un cadre conceptuel et factuel doublement restrictif. 1. La généralité ou l'universalité de la loi a des limites que personne en philosophie ne conteste radicalement, déjà depuis les Grecs, et qui oblige à chercher des correctifs pour respecter les différences. Il faut que l'équité soit requise de la part du juge, de l'expert, de l'homme de l'art, celui qui recourt à la règle de Lesbos. Il ne peut pas y avoir d'application aveugle des lois. Reste que la sphère du droit est un moyen d'échapper en partie à l'oppression, à la domination et à l'exploitation, là où les rapports directs d'homme à homme sont presque toujours en leur fond. On peut en discuter dans le débat, c'est très intéressant parce qu'on n'a certainement pas du tout les mêmes visions du monde, et là, en plus, ça ne recoupe pas du tout ni l'orientation sexuelle, donc on peut en discuter. Il y a peut-être quelques espaces où il n'y a pas de domination. L'amitié, la vraie amitié, l'amour, la grâce. Les idéalistes comme moi pensent qu'il y a des espaces où tout d'un coup il n'y a plus de domination. Un certain nombre d'entre vous diront que de toute façon, tous les rapports humains sont des rapports de domination tout le temps, à tous les moments, sans parenthèse et sans exception. On est parti de la raison pour laquelle on pourrait, quand on se raconte des histoires et des mythes, mettre ensemble le respect et la justice. Mettre ensemble le respect et la justice, comme on le voit, c'est infléchir la réflexion sur les différences du côté de l'éthique ou de la morale. L'équité a une dimension éthique ou morale fondamentale. Le respect est autre chose que la tolérance. La tolérance, on l'a vu chez Locke, est indistinctement politique et morale en raison de l'abstention axiologique qu'elle suppose. Le magistrat n'a pas à dire quelle est la vérité du dogme. Il a juste à vérifier que le dogme ne nuit à personne. Le respect, c'est donc autre chose, c'est une exigence proprement morale, car, et telle est la thèse héritée de Kant, ce ne sont pas tant les différences que l'on respecte que les personnes avec leurs différences, dans leurs différences. Les différences, quand elles s'affirment, risquent de tendre au conflit plutôt qu'au respect. En revanche, des personnes, dans la mesure où elles sont capables de se rapporter à des lois et à se donner à elles-mêmes des lois, semblent tout également dignes de respect, quelles que soient par ailleurs leurs valeurs, leur mode de vie, leur identité. J'essaierai donc de montrer dans le peu de temps qui m'est imparti, mais c'est pour ça que je vais distribuer les textes, parce qu'en 1 heure, on n'a pas du tout le temps de faire ce qu'on fait en 2 heures. J'essaierai de défendre la thèse suivant laquelle on tolère les différences alors qu'on respecte les personnes, et le respect des personnes, quelles que soient les différences dont elles sont porteuses, et non pas le respect de leurs différences en tant que telles, apparaît comme la voie la plus sûre pour revendiquer une communauté éthique qui n'exclut personne. Ce respect inconditionnel de l'être humain a pour corrélat l'affirmation de la dignité humaine, concept éminemment problématique, car il ne remplit pas la même fonction dans le rapport à autrui et dans le rapport à soi. Je suggérerai donc, dans un deuxième temps, ça correspond au texte, les textes sous 1 concernent l'importance de l'héritage kantien, et les textes sous 2, sous le grand 2, montrent les problèmes posés par la dignité humaine. Les problèmes posés par la dignité humaine viennent de ce que la dignité ne remplit pas la même fonction dans le rapport à autrui et dans le rapport à soi, et un détournement politique de cette notion s'est peu à peu produit, qui fait que, paradoxalement, et là est le problème, ça c'est un vrai problème très grave en fait, paradoxalement, c'est au nom de la dignité que l'on s'attaque généralement
aux droits de l'individu se trouvant sommé, pour respecter l'humanité en sa personne, de renoncer à ses manières d'être, d'aimer, de vivre et même d'ailleurs de mourir, alors qu'il les tient pour essentiels à sa personne. Donc la dignité humaine est quelque chose qui est souvent revendiqué pour limiter les droits de l'homme, alors que chez Kant, c'est juste relativement impensable. Et enfin, j'ai ouvert très brièvement en 3 quelques avancées pour montrer que dans les philosophies très contemporaines, la thèse kantienne a été non pas rejetée la plupart du temps, mais complétée, aussi bien dans ce qu'on appelle les éthiques minimalistes, celles qu'on trouve chez quelqu'un qui est mort il y a 2 ans, je crois, mais qui était un philosophe qui donnait des boutons à beaucoup de gens parce qu'il avait un sens certain de la provocation, ruvènogien, donc chez des éthiques minimaliste, par exemple, voire ruvènogien, que chez quelqu'un comme Axel Honneth, continuateur de l'école de Francfort et disciple d'Habermas, qui, comme vous le verrez dans le grand 3, montre que quand nous réfléchissons sur les pathologies sociales, sur les formes avérées de mépris social, nous sommes des héritiers de Kant, car il est très important de voir l'impact de la thèse kantienne sur nos rapports au jour le jour. Considérer quelqu'un comme une personne qui est toujours aussi une fin et jamais seulement un moyen, c'est faire une distinction très nette entre les personnes et les choses. Or, les pathologies sociales, notamment celles du travail dans les sociétés capitalistes, explique Axel Honneth, sont des pathologies dans lesquelles on traite les personnes comme des choses utilisables puis jetables, et on traite les minorités comme invisibles, elles sont invisibilisées, donc une partie de la société du mépris est une réflexion sur le texte de Ralph Ellison, Invisible Man, pour montrer ce que c'est dans les sociétés que d'être invisibilisé, traité même pas comme un meuble. Un meuble, on le voit, on ne va pas entrer dedans. Mais un meuble... Donc, en fait, il s'agit de toutes ces manifestations de mépris social qui incluent aussi des choses que nous faisons sans voir le problème de ce que nous faisons. Quand je parle d'invisibilisation, le ghosting, qui est une pratique très à la mode, sous ces diverses... Je sais qu'il y a beaucoup de variantes du ghosting, faire comme si on ne voyait pas quelqu'un, ne plus le saluer, etc. En fait, c'est moralement à peu près aussi glorieux que la formule qui, je crois, fera date et qui consiste à parler des gens qui ne sont rien. Il n'y a pas de gens qui ne sont rien et les personnes ne sont pas invisibles. Voilà, donc avant de résumer la thèse kantienne très brièvement, parce que l'heure tourne, il faut que je m'arrête dans 5 minutes ou 10 minutes, j'avais dit 1h15, je peux déborder encore 10 minutes. Je ferai 3 brèves, quoique discutables, remarques préliminaires, pour déclencher dans le débat, pour proposer des choses qui fâchent. Se demander, puisque c'est ça qui est important, comment pouvons-nous former une communauté éthique dans laquelle nous soyons tous également respectés avec nos différences. Pour poser cette question, l'humain doit être distingué de l'animal, car il est probable qu'une communauté éthique ouverte à toutes les différences ne peut être qu'une communauté humaine. C'est sujet à grand débat, donc je précise, on n'est pas obligé d'être spéciste pour dire ça, c'est-à-dire de penser qu'il y a une supériorité de l'homme sur les animaux. Ça ne veut pas dire, je laisse ça de côté, c'est encore un tout, ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas de droit, ça ne veut pas dire non plus que l'animal est une chose, disons simplement qu'il ne fait pas partie d'une communauté éthique. Kant dira par exemple qu'on aime un animal, nous aimons nos animaux et c'est bien normal, mais quand, vous le verrez dans le texte qui est dans la deuxième partie, mais on ne respecte pas son animal. On respecte des êtres humains, on aime des animaux. Ce n'est pas la même chose. Donc voici ces 3 remarques préliminaires. Première remarque, la notion de personne suppose que l'on définisse l'être humain comme un être sensible, certes, mais plus spécifiquement comme un être capable de se donner des normes, des règles, des lois, ce que ne peut faire l'animal. Le texte 2, texte très convaincant, magnifique, de Bentham, dans l'introduction au principe de la morale et de la religion,
nous incite à respecter en chacun sa sensibilité. Il fait allusion au racisme, à la condition des esclaves, et il nous dit que les Français ont déjà découvert que le noir de la peau n'était pas une raison pour abandonner sans recours un être humain aux fantaisies de son bourreau. Nous découvrirons peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau et le prolongement des vertèbres sacrées sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner à un sort comparable une créature douée de sensibilité. Dans la suite, vous le voyez, Bentham pose la question de la ligne de démarcation entre l'humain et l'animal en disant la question n'est pas finalement peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? En un sens, et ce texte est très séduisant, Rousseau disait déjà que la pitié pouvait être un fondement universel ou universalisable de la morale. La pitié, c'est ce qui vient tempérer la préférence que chacun accorde à son idiosyncrasie, à sa personne et à ses préférences, la pitié par laquelle nous nous identifions à quelqu'un d'autre. L'essai sur l'origine des langues dit « ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons, nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre ». Donc cette pitié vient tempérer ce qui était appelé par Freud le narcissisme des petites différences, et on pourrait donc dire que, en un sens, la pitié est le jumeau, la jumelle hétérozygote du respect bien compris. Donc ce que dit Bentham ou ce que dit Rousseau est en effet assez convaincant. Mais la réponse à la nécessité d'envisager la personne humaine comme une personne douée de raison, comme le fait Kant, se trouve dans le texte suivant, le texte 3, qui est un texte provocateur, du moins à l'égard de la génération des jeunes gens qui sont là, et qui se trouve dans l'Éthique aujourd'hui de Ruvén-Augien. Texte que j'aime beaucoup, dans lequel Ruvén-Augien affirme que non seulement nos susceptibilités, notre sensibilité ne peut pas fonder une communauté éthique, mais surtout, comme il le dit, nos souffrances émotionnelles, notre sentiment d'être offensé, quand nous sommes confrontés à des valeurs et à des comportements qui ne sont pas les nôtres, risquent de rendre tout simplement la vie en société impossible. Il faut donc décorréler les souffrances émotionnelles et l'intention de nuire. Le fait d'être offensé ne devrait pas conduire à rejeter quoi que ce soit. Il faudrait se concentrer sur les cas où on est offensé par quelqu'un qui a eu l'intention de nous offenser. Quelqu'un a voulu nous faire du tort. Et là, nous avons raison d'invoquer une offense. Mais le texte amusant nous dit « certaines souffrances émotionnelles peuvent être provoquées par des actes qui n'expriment aucune intention directe de nuire à des personnes particulières. Si le principe de non-nuisance demandait vraiment de protéger les personnes de tout ce qui pourrait froisser leur susceptibilité, et pas seulement des actes qui visent intentionnellement à les blesser, la vie dans les sociétés démocratiques et pluralistes serait-elle encore possible ? Jusqu'où faudrait-il aller pour épargner aux plus puritains les souffrances émotionnelles qu'ils endurent probablement lorsqu'ils se promènent dans les rues de Paris un jour d'été ? Jusqu'où faudrait-il aller pour épargner aux non-croyants les souffrances émotionnelles qu'ils subissent probablement lorsqu'ils passent devant les innombrables lieux de culte qu'on y trouve ? Je trouve cette provocation très utile parce que dans la suite du texte que j'ai coupé, Ruvén-Augien fait remarquer que les minorités sexuelles en particulier ont tout à perdre à jouer la carte de l'offense. Parce que, comme il le dit ensuite, le moralisme, qui risque de conduire à cet argument des souffrances émotionnelles, le moralisme impliquera toujours une soumission de la minorité par la majorité. Ce seront quand même les goûts et les dégoûts de ceux qui sont majoritaires qui vont brider les goûts et les dégoûts de ceux qui sont minoritaires. Donc il faut faire très attention au risque de moralisme. Dans ce que j'ai coupé, Ruvén-Augien dit qu'il y a des gens qui sont si fragiles, si offensables, que la seule pensée de ce que font les gens qui ne sont pas comme eux, la seule pensée leur est insupportable. Ça les fait aller vraiment trop mal. Donc, la question de savoir si on peut
fonder une communauté éthique sur la sensibilité? La réponse est très probablement non, parce que la sensibilité va nous diviser, et peut-être plus gravement encore, la sensibilité va conduire à une domination de la majorité sur la minorité. Il y a 30 ans, à une époque que vous n'avez pas connue, Paris était couvert de petits autocollants. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté, mais je me souviens ce que je me suis dit à l'époque. Porno ras-le-bol, porno ras-le-bol, porno ras-le-bol, porno ras-le-bol. Je ne discute pas la cause. On peut dire porno ras-le-bol, mais à la fois, à l'époque, je m'étais dit, c'est quand même curieux que personne ne mette cato ras-le-bol, cato ras-le-bol, cato ras-le-bol, cato ras-le-bol. C'est un exemple qui illustre ce que dit Ruven Augien. En fait, quelqu'un aurait pu le faire, conflit, ras-le-bol des cathos, ras-le-bol du porno, mais en fait, ceux qui sont majoritaires l'emportent toujours dans le moralisme sur ceux qui sont minoritaires. Deuxième remarque importante et qui correspond au texte 4, comme toujours avec Jürgen Habermas, mais ça vient aussi de la traduction plus dense que le précédent. Pour que nous constituions une communauté, il faut que nous puissions avoir des relations mutuelles, symétriques, réciproques jusqu'à un certain point. Donc une communauté éthique suppose que nous ayons des normes ou des obligations morales que nous attendons, comme il est dit ici, les uns des autres. Les animaux peuvent avoir des droits au sens où ils bénéficieront des devoirs moraux que nous devons d'observer dans nos rapports avec eux, dans nos rapports à toutes les créatures sensibles à la souffrance, par seul égard pour elles. Mais il y a là une asymétrie. Les animaux bénéficient des devoirs que nous avons avec eux, mais nous n'attendons pas d'eux des devoirs envers nous. Donc, en tant que tels, ils n'appartiennent pas à un univers dont les membres s'adressent les uns aux autres des commandements et des interdictions intersubjectivement reconnues. Donc, la dignité humaine, comprise dans un sens strictement moral et juridique, est corrélative, dit Habermas, d'une symétrie des relations. La dignité humaine, celle qui va imposer le respect des personnes, n'est pas une qualité que nous possédons par nature, comme l'intelligence ou le fait d'avoir les yeux bleus, elle est plutôt l'indice de ce qu'est l'intangibilité qui ne peut être comprise que dans des relations interpersonnelles de reconnaissance mutuelle, dans un commerce d'égal à égal des personnes entre elles. La formule intangibilité est un peu curieuse et sujette à caution. Je n'ai pas le texte allemand, je ne sais pas quel est le terme allemand, mais on voit bien que par intangibilité, il y a quelque chose qui nous fait penser au visage chez Lévinas, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a quelque chose d'intouchable dans la personne humaine, qui est le principe même de son respect. Et c'est ce qui est expliqué dans la suite du texte, lorsque, à la fin, Habermas évoque les ordonnancements moraux en les qualifiant de constructions fragiles qui protègent les deux en un, le physique des blessures corporelles et la personne des blessures intimes ou symboliques. Le respect de la personne avec ses différences, ça consiste à ne pas stigmatiser ce qui symboliquement est essentiel pour elle, et bien évidemment aussi à ne pas lui taper dessus, à ne pas la frapper ou l'agresser physiquement. Donc le texte d'Habermas est en fait en continuité avec le mythe de Protagoras et aussi avec l'hypothèse psychanalytique standard de la prématuration biologique de l'homme comme origine du respect. L'homme est un être fragile, il faut donc respecter sa personne parce que c'est celui qui a la caractéristique d'être vulnérable. Tout être humain est par définition vulnérable et c'est la raison pour laquelle nous nous construisons dans le rapport à la norme. La norme est ce qui vient nous protéger des blessures physiques et des blessures morales. Sans un système de normes, nous ne tiendrons pas debout. D'où la troisième remarque qui correspond au texte 5, texte sur lequel je vais passer rapidement parce qu'un certain nombre de ceux qui sont ici en ont déjà trop souvent entendu parler. Par hypothèse, à partir du moment où nous devenons nous-mêmes à partir de normes, de coutumes, de valeurs qui sont premières historiquement, cela veut dire qu'une personne humaine est toujours prise dans des liens involontaires
Pour que les différences soient respectées dans leur pluralité, à l'intérieur d'une société pluraliste, il semble donc légitime de rendre possible, aussi possible que possible, des trajectoires que l'on pourrait qualifier généralement de trajectoires trans. La formule n'est pas dans le texte. Trans, c'est-à-dire transclasse, transfuge, transsexuel, transidentitaire, c'est-à-dire rendre possible pour un individu dans le type de société qui est le nôtre, la possibilité de rompre avec les liens involontaires qu'il n'a pas choisis. Les valeurs familiales, l'héritage politique, le contexte moral, la religion dans laquelle il a été élevé, il faut les rendre possibles, dit Michael Walzer dans Individus et communauté. Les rendre possibles, ça ne veut pas dire les encourager. Les rendre possibles veut dire la chose suivante, dans la représentation qu'on peut se faire d'une personne respectable, là, il faut faire très attention à la philosophie pour le coup. Il n'y a que dans certaines philosophies, des magnifiques philosophies, mais des philosophies soit perchées, soit des philosophies prises dans un enjeu politique important, qu'on peut se représenter une personne humaine qui se construit en se donnant naissance à elle-même, comme si elle ne devait rien à personne, à aucune société, à rien qui la précède. Ça peut être une expérience de pensée très riche que celle du contrat social, qui consiste à penser un homme comme nu qui se construit sans histoire préalable. Ça peut être aussi très intéressant de se représenter ce que fait l'existentialisme, un sujet qui n'est que la série de ses actions, qui se donne à lui-même ses lois. Mais vous savez que cette chose m'a toujours énormément angoissée chez Sartre, je la trouve terrifiante en fait. Elle n'a pas sa place dans une société pluraliste, démocratique. Dans l'existentialisme est un humanisme que d'ailleurs Sartre n'a pas reconnu après, il en était lui-même embarrassé. Il y a cette phrase qui a été si célèbre, cet exemple si célèbre, quand je me marie, donc il n'y a pas d'essence, il n'y a que l'existence. Et donc c'est l'existence qui va donner sa consistance au sujet, à la personne. Pas d'essence de l'homme, rien de présupposé. Je me construis moi-même, contre rien, avec rien. Je me donne naissance à moi-même, j'agis, et ce que je suis sera la série de mes engagements et de mes actions. Super. À un moment donné, il dit, quand je me marie, j'engage l'humanité tout entière dans ma personne. Et donc quand je divorce, j'engage l'humanité tout entière par mon acte. Ça veut dire qu'on voudrait que tous les autres soient comme soi. C'est terrifiant en fait de vouloir que tous les autres, de vouloir par son action être un exemple ou un modèle que tout le monde devrait suivre. Donc, parfois il faut revenir à la lettre persane dont je me suis rendu compte grâce à aujourd'hui que je l'avais toujours mal citée parce que j'ai donné une fausse citation qui est celle de Louis Althusser et en allant chercher le texte aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand même c'était pas, ou alors c'est une coquille dans le texte, c'est pas la 44e lettre persane, c'est dans la 94e lettre persane que Montesquieu fait dire à Husbeck en se montrant, en se moquant de toutes les doctrines qui se demandent quelle est l'origine de la société, quelle est l'origine de la personne. Les hommes naissent tous liés les uns aux autres, un fils est né auprès de son père, il s'y tient, voilà la société et la cause de la société. Fin de citation. Le texte de Michael Walzer nous dit donc la chose suivante. Ce que nous pouvons faire, c'est travailler sur une toile de fond qui nous a été à tous imposée, donnée. Vous n'avez pas choisi de naître ici, ni de naître dans le genre qui est le vôtre. Vous n'avez pas choisi vos parents, vous ne choisissez pas vos professeurs. Il y a une toile de fond. Et en fait, ce que l'on peut faire dans une société démocratique libérale, c'est travailler sur cette toile de fond, rendre donc possible, comme il le dit, rendre possible l'évasion par rapport à l'involontaire. L'évasion, ça peut vouloir dire ouvrir la voie à des transformations, à toutes les, qu'il s'agisse de divorce, de conversion religieuse, de retrait, d'opposition, de démission, d'émigration, de tout ce que vous voudrez, de toutes les formes de trans quelque chose. Mais on ne peut pas faire que la toile de fond soit sur le devant de la scène. Il y a une toile de fond. Voilà ce que je voulais dire. Vous me laissez encore 5 minutes ? J'ai résumé dans la première, j'ai indiqué tous les textes de Kant qui sont basiques et qui montrent pourquoi, je crois, la pensée de Kant, qui en général vous donne plutôt des boutons, est encore une pensée extrêmement importante aujourd'hui dans la bioéthique,
mais aussi en ce qui concerne tout le registre du rapport à autrui dans la société, du rapport à autrui dans le cas du racisme par rapport aux autres peuples, etc. Kant a prétendu a ouvert des perspectives philosophiques qui restent à ce jour encore valides, pour une raison très simple qui tient à sa méthode et au traitement restrictif qu'il opère autour de la notion de respect. Il surdétermine le sens du respect pour que l'extension du concept soit limitée à celle de la personne humaine. Au fond, il veut montrer qu'on peut aimer, tolérer tout ce que l'on voudra, mais que le candidat au respect n'est et ne peut être que la loi, la capacité d'obéir à la loi et de suivre la loi, et par suite, le respect pour tous les êtres qui sont capables eux-mêmes d'agir par pur respect pour la loi. Son dessein est donc d'établir une métaphysique des mœurs, et par métaphysique des mœurs, il faut entendre revenir au sujet, à la subjectivité comme source de l'action, donc par rapport à ce dont nous étions partis, le texte 1, pour Kant, il n'y a pas de définition du bien. Il n'y a pas de contenu du bien, donc il n'y a pas un bien vivre, il n'y a pas des bonnes pratiques, des bonnes dispositions. La force et la faiblesse du kantisme, c'est le formalisme. On va partir de la subjectivité, et même si ce n'est pas très sexy présenté comme ça, à la question « que dois-je faire ?», il suffira pour chacun de répondre non en se fondant sur l'expérience ou sur une observation empirique de ce qui se fait, considérations psychologiques, anthropologiques, exemples de ses pairs, maîtres, etc. Puisqu'il n'existe aucune science du bien qui soit universelle, il faut donc que chaque homme, en tant qu'être raisonnable, trouve en lui, et cela quelle que soit sa culture et sa place dans la société, le principe de son action. La méthode observée va donc être d'abord régressive. Le jugement moral est possible quand on sépare chacun d'entre nous, la personne, en deux choses très différentes, et pourtant nous sommes une personne. Mais en fait, nous sommes au moins deux dans cette affaire. Le sujet empirique et le sujet transcendantal, pour dire la chose suivante, du point de vue moral, une action morale ou un jugement moral est possible une fois que le sujet agit par pur respect pour la loi, ce qui est indiqué dans le texte Tagada, 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 Soin, Soin. Dans le texte 6, si une action accomplie par devoir doit exclure complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté, il ne reste rien pour la volonté qui puisse la déterminer, si ce n'est objectivement la loi et subjectivement le pur respect pour cette loi pratique, par suite la maxime d'obéir à cette loi, même au préjudice de toutes mes inclinations. Ce texte est important parce que ça veut dire que chacun d'entre nous a des préférences, il a des inclinations, des sympathies, des désirs qui ne sont pas ceux du voisin. L'idée ici du respect de la personne consiste à dire, en chaque personne, il y a, outre cette dimension que Kant appelle pathologique parce qu'elle se rapporte aux affects, aux pathés, il y a une capacité d'agir parce qu'il faut, d'agir par pur respect pour la loi. Il suffit d'être confronté à une maxime particulière et de se demander si elle peut être universalisée, et on verra bien si c'est moral ou si ce n'est pas moral. Je laisse de côté tout ce qui est véritablement important dans cette affaire, à savoir que le respect des différences ne se fera plus jamais sur le contenu des différences. Il ne s'agira pas de se demander s'il y a une religion qui est meilleure qu'une autre. Objet de débat que je trouve personnellement assez insane, mais qui a ses défenseurs. Il ne s'agira pas non plus de se demander si les homosexuels savent mieux aimer que les hétérosexuels, ou est-ce que les hétérosexuels aiment mieux leurs enfants que les homosexuels. C'est pas la question. Il s'agira à chaque fois de chercher dans le respect ce qui est au fond un mobile moral pour agir, la bonne volonté, c'est celle qui veut obéir au devoir, quel que soit le désir et les valeurs de l'agent. C'est pas, je sais, c'est pas très sexy, mais j'ai un exemple qui m'a toujours fasciné, qui je crois fascine tout le monde. Ce rapport au devoir, au pur respect à la loi, et non pas au contenu
de quelque chose de désirable, etc., ce rapport à la loi est celui qui est presque toujours invoqué. Le film vient de ressortir, il est atroce si vous ne l'avez pas vu. La Combe Lucien vient de ressortir dans un cinéma du coin dans une version restaurée. C'est quand même un chef-d'œuvre du genre de Louis Malle, qui a valu bien des ennuis à Louis Malle, qui a dû disparaître un peu, non pas des écrans, mais du paysage. Dans l'exemple des justes, celui qui va en situation au moment du Veldiv sauver un juif parce qu'il ne peut pas laisser faire ça, il prend un enfant. Contre toute attente, il y a des gens antisémites qui ont sauvé des juifs. Donc, on peut avoir des valeurs, des principes qui nous inciteraient à nous comporter d'une certaine manière. Il y a quand même en nous quelqu'un qui, dans des situations de crise, des situations extrêmes, en situation, se dit tout d'un coup, non, non, là, non, on ne peut pas laisser faire ça. Il n'y a pas que les choses graves de la Seconde Guerre mondiale, le film Welcome avec machin chose joue sur la même. Quelles que soient nos opinions politiques par rapport à la question des réfugiés, quand même quelquefois on se dit ça n'est pas possible. Donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, si le respect est un mobile moral, ce il faut parce qu'il faut, ce rapport au il faut parce qu'il faut, nous permet de distinguer les personnes des animaux et des choses. Dans le texte 7, Kant nous dit très clairement, et dans le texte 9 aussi, qu'il n'y a de respect que pour des êtres capables de respecter la loi morale et donc de se considérer aussi comme des fins et jamais seulement comme des moyens, comme des fins dans la mesure où elles sont capables d'agir en fonction de la raison en elles et non de leurs inclinations. Et c'est ça le point important, ça veut dire que le respect pour les personnes, en même temps qu'il va à la loi, va aller à tous ceux qui sont capables de respecter la loi, à tous ceux qui, comme moi, relèvent de la loi. En d'autres termes, et c'est la chose que je voulais indiquer, le kantisme permet de dire que ce qui doit être respecté, ce ne sont jamais les différences en tant que telles, on pourrait avoir un conflit de motifs, chacun pourrait vouloir expliquer pourquoi sa façon de vivre, sa façon de faire est mieux que celle des autres à grands coups d'arguments. Là, ça n'est pas ça l'argument. L'argument va être le respect, en même temps qu'il va à la loi, va à toutes les personnes raisonnables qui vont faire partie d'un même règne des fins. Le règne des fins, c'est la communauté éthique. La chose est indiquée tout simplement dans le texte 8, le concept suivant lequel tout être raisonnable doit se considérer comme établissant par toutes les maximes de sa volonté une législation universelle, conduit à un concept très fécond, je veux dire le concept d'un règne des fins. Par règne, il faut entendre la liaison systématique des divers êtres raisonnables par des lois communes. Ça veut dire que le régime des séparations dont j'avais parlé au début est au cœur de ce dispositif. L'être humain est double, être raisonnable et être sensible, et il faut respecter la personne avec ses différences et non pas pour ses différences. Avec ses différences, dire cela veut dire que toute personne raisonnable appartient au règne des fins, et c'est un dispositif qui, dans la vie ordinaire, malgré son abstraction, est d'une grande efficacité. Car pour un kantien, les gens qui ne sont rien, ça ne veut rien dire. Le respect modulable en fonction de la position sociale, du sexe, du genre, de la couleur de la peau, de la religion, complètement absurde. Le respect n'est pas divisible, il ne se fait pas par degrés, il va à la personne en tant qu'elle n'est pas une chose. La chose, comme vous le savez, a un prix. Une chose, dans la mesure où elle est fonctionnelle, peut être remplacée par une autre chose. Un être humain est irremplaçable parce qu'il a une dignité, c'est-à-dire ce qui est au-delà de tout prix. Donc, ces textes, j'ai indiqué ce que vous connaissez tous, la formule standard de l'impératif catégorique, sur laquelle je ne reviens pas. En fait, cette façon de déporter le respect des différences vers le respect des personnes, quelles qu'elles soient, permet d'ouvrir une communauté éthique dans laquelle de laquelle personne n'est exclu. Ça pose quand même énormément de problèmes.
on va peut-être y revenir tout de suite, à partir de quel moment on cesse d'être une personne? Est-ce qu'on est une personne tant qu'on est raisonnable? Et quand on a un Alzheimer très avancé, quand on est incapable de faire un usage de sa raison, parce qu'on est fou, parce qu'on est très, 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 très limité, très bête. On voit Kant très gêné dans la critique de la raison pure sur l'imbécilité. Si on ne peut pas du tout penser, se donner à soi-même des lois de son action, qu'est-ce qu'on fait? Donc, encore une fois, ça n'est pas la panacée. Mais quand même, il y a de l'idée dans ce déplacement. Dans le deuxième point, mais je m'arrête parce que je vous ai donné les textes pour que vous n'ayez pas besoin de moi. Dans la deuxième partie, l'idée fondamentale est la suivante. Si nous n'aimons pas Kant, il y a une vraie raison, qui n'est pas simplement la difficulté des textes ou le fait que c'est un philosophe, ça vient de l'interprétation qui a été faite de la dignité humaine, non pas chez Kant, mais après Kant. On est d'accord sur le fait que le règne des fins est celui de la dignité est le caractère de ce qui a une fin en soi, et donc qui s'oppose à ce qui a simplement un prix. Problème. La dignité de tout individu n'entre-t-elle pas en contradiction avec celle de l'espèce? Ne risque-t-on pas d'associer la dignité à une certaine idée de l'homme qui n'aura plus rien de formel comme chez Kant, mais qui s'inspirera d'une conception particulière de la nature humaine, une conception philosophique ou religieuse déterminée? Avec son sens habituel de la provocation, Rubén-Ogier nous donne la dimension du problème dans le texte 11. Texte drôle, donc allez, tant pis, pardonnez-moi de déborder, mais il est drôle. Imaginez un monde dans lequel on pourrait vous juger immoral, non seulement pour vos actions, mais aussi pour vos pensées, vos désirs, vos fantasmes ou vos traits de caractère. Non seulement pour ce que vous faites aux autres, mais aussi pour ce que vous vous faites à vous-même. Non seulement pour ce que vous faites délibérément, en toute connaissance de cause, mais aussi pour ce qui vous arrive un peu par hasard. Dans ce monde, il serait parfaitement légitime de vous déclarer immoral parce que vous passez vos journées vautrées sur un canapé à vous gaver de biscuits au chocolat en regardant la télévision ou parce que vous êtes un petit Mozart qui gâche des talents musicaux en préférant les jeux vidéo à la pratique du piano. Qui aimerait vraiment vivre dans un tel monde où rien de ce qu'on est, pense ou ressent, aucune de nos activités, fût-elle la plus solitaire, n'échappe au jugement moral? Je ne sais pas. En tout cas, ce monde existe. En pensée au moins, c'est celui que des philosophes apparemment très bien intentionnés, soucieux de notre bien et de notre épanouissement personnel, ont élaboré pendant des siècles. Ce texte me semble très intéressant parce qu'il nous rappelle que chez beaucoup de philosophes, la dignité humaine devient le fondement ou la justification de droits, de principes et de politiques pénales ou autres, qui ne sont pas du tout neutres politiquement. Traditionnellement, pour les progressistes, ceux qu'on appelle les progressistes, ce qui donne leur assise aux droits et aux principes, par exemple aux droits de l'homme, c'est d'abord la longue histoire de leur reconnaissance en conséquence de luttes politiques et de débats philosophiques. Pour les conservateurs ou ceux qui se réclament de la tradition, les droits et les principes doivent être fondés sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus transcendant, en l'occurrence des valeurs, de préférence éternelle, de préférence naturelle, de préférence intrinsèque, et la dignité humaine vient souvent occuper cette place-là, de sorte que, par un détournement de sa signification initiale, c'est au nom de la dignité humaine que sont aujourd'hui contestés certains droits difficilement acquis ou loin d'être partout reconnus, le droit pour ceux qui ne sont pas hétérosexuels de se marier et d'avoir des enfants, le droit d'assistance à l'interruption volontaire de sa vie, le droit à une vie sexuelle minimale ou le choix de son identité sexuelle. La dignité humaine est quelque chose qu'on brandit comme si elle avait un contenu existant de toute éternité et qui serait tel qu'une personne individuelle pourrait en quelque sorte offenser l'idée d'humanité ou insulter l'idée d'humanité dans sa personne. Il est donc tout à fait étonnant pour un kantien de voir la notion de dignité se retourner contre les droits de l'individu et entrer dans des argumentations
qui discréditent des manières de vivre au nom d'une idée de l'homme que l'on bafouerait. Ainsi, mettre fin à sa vie irait contre la dignité humaine. Pour rappel, les stoïciens sont des philosophes qui défendent le suicide par des arguments éthiques qui relèvent de ce qu'on appellerait la dignité individuelle. Il faut quitter la scène, comme ils disent, quand on ne peut plus jouer. Quand on n'est vraiment plus du tout en état de jouer son rôle, quittons la scène. Je vous ai indiqué, et je ne les lirai pas, mais je vous les ai indiqués parce que je trouve, j'aurais bien aimé lire ça plus jeune, je trouve ces textes absolument géniaux, les textes 12 et 13, qui ne sont pas des textes de philosophes, institutionnellement, académiquement de philosophes, mais de juristes. C'est une réflexion juridique absolument passionnante, déployée par Olivier Caïla et Yann Thomas, du droit de ne pas naître. Du droit de ne pas naître est une réflexion sur une affaire qu'on a oubliée, je crois, parce qu'elle remonte à l'an 2000, là où tout s'est arrêté, l'affaire Perruche. Affaire qui a défrayé la chronique, qui a donné lieu à des débats absolument terrifiants, parce que Nicolas Perruche, très lourdement handicapé, suite à la rubéole que sa mère avait contractée pendant sa grossesse, la mère avait dit que si jamais son enfant était cette maladie sans importance, sauf quand on est enceinte, avait fait savoir qu'elle recourrait à une interruption volontaire de grossesse dans l'hypothèse où son enfant serait touché. Elle a fait des examens et il y a eu erreur médicale. On s'est trompé, on lui a dit qu'elle n'avait pas eu la rubéole et Nicolas Perruche est né très gravement handicapé. Il a demandé, il a demandé à ce que son préjudice soit reconnu. Et là, les représentants de la dignité humaine, dans le sens que je viens d'indiquer, ont dit que c'était quelque chose d'inimaginable et d'horrible qu'on n'aurait jamais cru voir dans une société humaine, que quelqu'un, d'où le titre, ose se plaindre d'être né et revendique un droit de ne pas naître. Donc, vous regarderez, les textes 12 et 13 nous expliquent ce qui ne va pas avec la dignité humaine. Et c'est assez passionnant. Je dis juste l'idée générale. La dignité humaine est un concept opératoire qui fonctionne très bien dans le rapport à l'altérité. Il est très utile chaque fois qu'on veut faire jouer les droits de l'homme par rapport à des génocides, à des crimes totalitaires et par rapport à autrui, etc. Mais dans le rapport de soi à soi, la dignité humaine prend une toute autre signification et on brandit dans le rapport que l'individu a à lui-même une idée qui a un contenu très précis de la dignité humaine et qui consiste à empêcher l'individu de faire jouer ses revendications individuelles, c'est-à-dire d'interpréter les droits de l'homme dans un sens individuel. Donc, dans le texte 13, pour terminer, dans le texte 13, Olivier Caïla et Yann Thomas expliquent que parfois, les distinctions conceptuelles philosophiques, ça peut être très utile, parce qu'ils expliquent que pour faire valoir ses droits quand on est handicapé, pour faire valoir ses droits quand on fait partie justement d'une minorité qui a subi un préjudice, en fait, c'est très utile d'effectuer une ligne de démarcation. Pour faire valoir ses droits, il faut revendiquer un statut de personne juridique. La personne juridique, ça n'est pas la personne sensible, affective, qui rit, qui pleure, qui a des préférences, des inclinations. Il faut donc distinguer dans l'enfant qui naît handicapé un être double. Comme être vivant, il est handicapé d'origine, mais comme sujet de droit, il est victime d'un préjudice. Donc il ne se plaint pas d'être né, il se plaint d'être né tel, alors que on avait fait savoir que dans l'hypothèse où, etc. Donc du coup, l'argument de la dignité me semble quelque chose que je voulais vous indiquer parce qu'il indique les raisons pour lesquelles il nous semble que la dignité conduit à un non-respect des différences. C'est une interprétation politique de la dignité et qui joue sur, en quelque sorte, un double tableau. Je ne dirai rien donc sur la partie 3 pour laquelle j'avais mis de toute façon très peu de texte et où je voulais simplement vous dire ceci. Mon idée était de montrer que les mutations de nos sociétés nous obligent toujours à réviser nos façons de poser les problèmes, nous obligent à remanier des problématiques, ce qui veut dire que les doctrines philosophiques souvent ne nous servent pas à grand-chose pour penser les problèmes
qui s'imposent à nous, elles sont trop anciennes, elles viennent du passé. Par contre, comme le disait Wittgenstein, les outils philosophiques, imaginez, c'est une boîte, nous avons des boîtes à outils pour penser, les outils philosophiques, l'idée de diviser le sujet, de tracer des lignes de démarcation, l'idée de montrer que la dignité envers soi-même, les devoirs envers soi, ça n'est pas la même chose que les devoirs envers autrui, le fait de distinguer le respect des tolérances, le fait d'affirmer que toute personne, en tant que personne, a droit à être telle qu'elle est avec ses différences, ça n'a pas d'âge, ça fonctionne toujours. D'où le fait, vous verrez dans les derniers textes, que Axel Honneth explique que, en fait, la critique sociale, la lutte contre la réification, l'instrumentalisation des hommes dans les sociétés capitalistes, le fait de jeter des gens, de les utiliser pour un certain temps, de les virer ensuite, etc. Et surtout, les techniques d'autoréification, c'est ça qui est le pire, c'est pour ça que c'est appelé des pathologies sociales. L'autoréification consiste à se traiter soi-même comme une chose ou comme un objet. Pour se vendre sur un réseau social, on se présente soi-même comme un objet qui pourrait faire envie à quelqu'un, ou surtout dans les entretiens d'embauche, où il faut se présenter soi-même, s'objectiver comme si on était une chose. Tout ça, en fait, Axel Honneth explique que quand nous aidons considérablement à le penser, mais la morale ne suffit pas. Pourquoi? Et je termine là-dessus. Parce que la société a changé par rapport aux philosophes classiques. Nous vivons dans des sociétés où nous voulons être reconnus. Nous ne cherchons pas simplement une dignité, nous ne cherchons pas à ce qu'on agisse avec nous. Justement, la justice est une chose, mais nous voulons plus. Nous nous représentons les personnes comme des personnes qui veulent s'auto-réaliser, se réaliser pleinement dans un espace public et qui veulent donc être reconnues non pas comme des personnes, avec leurs différences, mais qui veulent pouvoir montrer, extérioriser dans l'espace les différences qui les définissent essentiellement. Et ça, c'est une mutation de la société qui ne remonte pas non plus à très longtemps. Harvey Milk, c'est pas si vieux, mais du coup, c'est un rapport de soi à soi qui a changé et qui explique pourquoi il faut peut-être infléchir la morale du côté des éthiques, d'une éthique minimaliste, éthique antérieure, éthique postérieure. C'est très compliqué l'affaire de la morale et de l'éthique, mais Ricoeur nous donne des points de repère. Kant ne suffit plus. Ça ne veut pas dire que c'est périmé, mais ça ne suffit plus pour penser le respect des différences, parce que nous souhaitons tous que nos différences soient visibles, que nos différences ne soient pas en nous en puissance, mais qu'elles puissent être reconnues comme telles, sans qu'on nie la qualité de notre personne. Et donc, à partir de Kant, il faut aller plus loin, il faut construire d'autres dispositifs et réfléchir à l'articulation de la morale et de l'éthique. Pardonnez-moi, j'arrête, je suis désolée. Je voulais lui laisser plus de... Merci. Pardon. Mais au contraire, c'est juste qu'on a reçu tellement d'informations que je... Mais l'essentiel est dans ce que je n'ai pas dit. Mais je sais, mais on a et déjà tellement... Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait un exemplier. Digérer tout ce que tu nous as dit. Ce que je trouve, tout à fait intéressant, pour ce que j'ai compris à l'instant, je reprendrai tout calmement, c'est l'idée que tu viens d'introduire qu'il y a une rupture épistémologique, si je comprends bien, qui est induite par un changement sociétal. Oui. C'est-à-dire en fait que donc les évolutions auxquelles on a assisté nous amènent à repenser les catégories sur lesquelles on travaille. Évidemment, pour ma part, je suis absolument d'accord. Juste, je n'avais pas les connaissances, mais ça fait que renforcer des idées fortes que j'essaie de défendre sur cette idée d'épistémé et de rupture épistémique. Je l'emprunte à Foucault, et puis j'essaie désespérément, avec conviction, de la répandre en littérature. À chaque fois que je peux le dire, je le dis. Il faut absolument qu'en littérature, on applique cette idée. Mais donc, est-ce que je comprends bien que si tu fais de Kant évidemment philosophe essentiel, un moment charnière, oui. C'est bien parce que lui-même était marqué une rupture épistémologique autour de 1800, oui. Et que cette épistémie moderne dont parle Foucault est bien arrivée à ses limites
moi je dis toujours 1989 pour donner une date à peu près symbolique, mais enfin en tout cas, et que donc on est obligé aujourd'hui d'inventer des nouvelles définitions ou catégories à cause de cette rupture. Oui, et ce qui me semblait intéressant aussi en ce qui concerne la question des reconnaissances, du respect, c'est ce qui est indiqué juste à la fin dans les textes que vous trouverez à la fin. L'idée qui me semble très intéressante dans la théorie critique d'Axel Honneth, c'est l'idée selon laquelle, en fait, nous n'avons plus les mêmes aspirations que nos grands-parents. Par rapport à l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de très important. En fait, souvent, quand on est jeune, on s'imagine que avant, mais c'était affreux, l'homosexualité. Mais en fait, les gens se cachaient. Et il y avait un côté pour vivre heureux, vivons cachés. On réclame des droits. Si on a des droits, c'est déjà bien. Si la justice fait ce qu'il faut et c'est déjà bien. Et après, on faisait ce qu'on voulait. Et en fait, les gens fermaient les yeux, c'était l'espace privé. C'est pour ça que j'étais partie de Max Weber. Et tant que les gens vivaient comme ça n'était pas très confortable, mais il y avait un côté, au fond, l'homosexualité ou la bisexualité était vécue un peu comme les maîtresses Backstreet. Il y avait la vie publique et puis il y avait par derrière, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai beaucoup vu ça quand j'étais petite et en fait, dans un trou perdu à la campagne, les gens des villes s'imaginent que vraiment, on a tout inventé dans les grandes villes. Il y avait un couple à trois, ils étaient vraiment bizarres. Lui, il élevait ses moutons, tout ça. Enfin, c'était pas Milk, hein. Et en fait, tout le monde savait, et personne disait rien. L'idée, c'est leur affaire privée, on tolère. C'est pas qu'on respecte, mais c'est on tolère. C'est pas nos affaires, c'est pas nos oignons. Mais ce qu'explique Axel Honneth, c'est que, en fait, dans nos sociétés actuelles, on a l'impression d'être amputé d'une partie de notre personne quand on est obligé, en quelque sorte, de s'excuser d'être ce qu'on est ou de se cacher. Et donc, l'idée que je trouve géniale chez Axel Honneth, c'est de dire que dans les luttes pour la reconnaissance, qui est quand même le point le plus important pour l'orientation sexuelle, dans les luttes pour la reconnaissance, ce que les personnes veulent faire reconnaître doit être reconnu indépendamment de la connaissance qu'on a d'elles. L'idée géniale d'Axel Honneth, c'est de dire, en fait, dans les processus de reconnaissance, il y a quelque chose d'infra-conceptuel, d'infra-philosophique, d'infra-épistémique. Et il prend l'exemple, il ne cite jamais le psychanalyste Winnicott, mais il prend l'exemple de la reconnaissance. Le texte de Bentham, tout le monde le connaît, et puis on se dit, mais il a raison, Bentham, après tout, un enfant, ça parle pas, quelle interaction on a. Et Winnicott nous dit toujours, regardez comment on est avec un bébé ça parle pas, ça raisonne pas, etc. On lui sourit, nous, on lui parle. Donc en fait, on le reconnaît comme un membre de l'espèce humaine, bien avant qu'il soit capable d'exercer la moindre liberté, de se rapporter à les lois. Donc Axel Honneth dit, en fait, dans la vie sociale, la reconnaissance est indépendante de la connaissance. Bizarrement, la reconnaissance vient avant la connaissance. D'abord, je vous reconnais comme des êtres humains, tous également dignes de respect. Puis ensuite, je vous connais. Alors vous me dites, bah voilà, moi je suis ceci, cela, je vis à tel endroit, je suis homosexuel, moi je suis bi, moi je suis hétérosexuel, moi je suis cisgenre, moi je suis transgenre. Vous vous présentez comme vous voulez, mais en fait moi je vous reconnais avant de vous connaître. Donc c'est pour ça que Kant marque un moment capital parce qu'il déconnecte tout ce qui est de l'ordre de l'épistémique, de la connaissance, de l'identité sur les papiers d'identité, d'une sorte de reconnaissance spontanée de l'autre comme appartenant à la même communauté que moi. Et ça me semble une idée vraiment très importante. Et dans les luttes pour la reconnaissance, c'est ça en fait qui est en jeu. J'aime bien faire de la provocation, donc ceux qui sont mes anciens élèves l'ont entendu. À chaque fois, je les vois se raidir et sursauter quand je leur dis ça. Je dis, mais enfin quand même, la gay pride. Moi, j'ai aucune pride. Enfin, où est la fierté? Il n'y a pas à être fier. Et en fait, si. Il n'y a pas à être fier sur un plan du sujet empirique. On n'a pas à être fier de ses désirs. Il n'y a pas de fierté. On est comme on est, ou on devient ce qu'on devient. Il n'y a pas de fierté à être ce qu'on est. Mais sur un plan sociétal et politique, évidemment que la fierté prend un sens, parce que ce n'est pas une fierté individuelle, c'est vouloir faire reconnaître qu'on est comme ça et qu'on fait partie intégrante de la communauté et on veut être reconnu comme tel. Pas simplement comme personne abstraite dans l'élément du droit et de la morale, mais on veut être reconnu comme tel. On ne veut pas avoir à se cacher. Guillaume. Je voudrais poser des questions plus simples.
Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de vote alors que les vieux l'ont encore? Ah, ça c'est une excellente question. Merci pour ta provocation qui vaut bien celle de Ruben Augien. Ce n'est pas du tout la provocation. Ah si, c'est tout à fait de la provocation. Oui, alors allez-y. Thomas, vous vouliez répondre, non? J'ai cru que vous alliez répondre. Tu as abordé un tout petit peu la question de la différence d'âge, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. La différence d'âge est fondamentale. Je milite pour le droit de vote des enfants. Et pour qu'on le retire aux vieux. 60 ans. J'ai 61 ans. Et ils ont le droit de parler quand même. Le droit de vote et de parler. Parler, on peut parler. Ok, bon alors donc. Non, il y a un vrai problème, mais ça concerne le statut de la personne en général. Y a-t-il des états ou des moments de la vie dans lesquels on n'est pas encore une personne en acte? Et donc, et c'est pour ça que le bébé, c'est intéressant, parce que, alors la réponse serait, il y a quelque chose d'absurde, là encore, pour quelqu'un qui arriverait d'une autre planète et qui nous verrait « Oh, tu vas bien, t'as pas l'air bien aujourd'hui, pourquoi tu fais cette tête-là, mon bébé ?» Devant un gamin qui a une semaine, il se dirait « Mais ils sont fous dans ce monde-là. » Et en fait, l'idée que développe Axel avec d'autres psychanalystes que Winnicott, mais l'idée est la même, c'est qu'en fait, la reconnaissance est première, elle est spontanée. Et en fait, on fait entrer un bébé dans une communauté en l'incluant par la manière dont on se comporte avec lui. Ça ne répond pas à ma question. Ben si, parce que ça veut dire que ton argument ne marcherait pas de ce point de vue-là, parce qu'on dirait, en fait, quand quelqu'un commence à perdre les pédales, eh ben, on le reconnaît quand même comme une personne, bien qu'il perde les pédales, parce qu'on essaye de le tirer du côté de la communauté éthique, même si on voit qu'il y arrive de moins en moins. Et on ne va quand même pas non plus le piquer. Mais pourquoi les enfants n'ont pas le droit de vote? Mais ils pourraient l'avoir, c'est une vraie question. Voilà. Mais la question, c'est à partir de quand est-ce qu'ils peuvent raisonner? Mais on pourrait tout à fait imaginer, de toute façon, le droit de vote, il est maintenant à 18 ans, on discute de le mettre à 16 ans, après on discutera éventuellement de le mettre à 11 ans, et après tout, pourquoi pas? Non, non, mais ça fait vraiment partie, là, pour le coup, des choses dont on peut discuter dans les démocraties. Après, enlever des droits aux gens suppose qu'on les met sous curatelle ou sous tutelle, parce qu'on pense vraiment qu'ils ne sont même plus capables de penser. Donc on se dit, bon... C'est bien de les mettre dans une voiture, mais bon, on va tous mourir pour faire quelque chose. J'aime beaucoup ton argument parce que j'ai toujours entendu mes parents dire pendant des années, où ma mère disait toujours « Oh là là, les gens de 80 ans, on devrait les obliger à repasser leur permis ou leur enlever leur permis. » Et puis c'est marrant, maintenant qu'elle a 80 ans, continue à conduire. Donc ça pose le problème des effets de seuil et de savoir comment on fait, mais c'est un vrai problème. Et le problème de l'imbécile est un sacré problème aussi. Hein. On en parle quand il y a certains meurtres, il y a vraiment des gens, c'est difficile effectivement de penser qu'ils ont prémédité quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression que l'usage de la raison n'empêche que la raison, il la possède en tant que personne, mais manifestement, elle est très 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 endommagée. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser des questions, demanderaient encore des éclaircissements? C'est ma faute, je voulais parler moins pour que vous parliez plus. Oui. Guillaume. Oui. Au tout début, tu as cité un texte de Platon. Oui. Où il y a le mot homosexualité. Oui. Je serais très curieux de savoir quel est le mot grec qui est traduit, parce que le concept d'homosexualité n'existe pas chez les Grecs. Et cette traduction me paraît très étrange. L'homosexualité n'était pas dans la traduction. Si. Ah si, c'est dans les lois 721. C'est le texte sur... mais il ne cite pas l'homosexualité, il la cite en creux. Attends, je vais y revenir. En creux, il n'y a pas le mot. 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 Alors attends, je retrouve le texte précis. Non, mais on en reparlera. On en reparlera. C'était pas le mot, justement. On n'en parle pas et c'est pour ça que j'ai dit que les pratiques homosexuelles ne sont... En fait, elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas désignées. Le mot n'a même pas de sens pour les Grecs. Non, elles sont tacites. Elles sont complètement non dites et tacites. Et donc, on ne peut pas dire que dans les lois, l'homosexualité est interdite ou condamnée. C'est juste qu'elle est... la question des rapports que les hommes ont entre eux est renvoyée du côté de la vie individuelle façon ce texte qui m'a valu tant d'ennuis dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'enseignante, une catastrophe absolue. Une année, quand j'enseignais en terminale, je travaillais sur le banquet, texte dans lequel Alcibiade essaye de coucher avec Socrate. Et il n'y a pas le mot homosexualité, mais coucher, oui, vraiment. Et j'avais eu des ennuis terrifiants. J'avais eu vraiment des ennuis, des gros ennuis dans le lycée où j'étais. Et l'argument classique d'Alcibiade, il n'y a pas le mot. Mais l'argument d'Alcibiade, c'est en gros que
la sagesse doit bien s'attraper par la fréquentation. Ça existe, Sunusia. Hein. Donc, si elle s'attrape par la fréquentation, Sunusia, elle s'attrape peut-être quand même comme le sida. Et il explique, il raconte à tout le monde, j'ai essayé de coucher avec lui, j'avais bien préparé mon coup, j'ai renvoyé les serviteurs, les servantes et tout, et puis là, puis rien. Oh, j'ai dit quand même, Socrate, j'ai tout, je suis beau, je suis intelligent, je suis riche, il me manque juste la sagesse, tu veux pas me... etc. Donc, c'est vrai que le mot n'est pas... Et ça, nulle part, Platon ne l'interdit. Donc, quand il dit que seuls sont respectables les gens qui procréent, c'est ça. Voilà, quand il dit que seuls sont respectables les gens qui procréent, ça veut dire que le respect va à ceux qui assurent la sauvegarde de la communauté et sa perpétuation. Mais ça ne veut pas dire qu'il condamne l'homosexualité. Oui, c'est juste, on n'en parle pas. Oui, surtout que le concept n'existe pas. Non, le concept n'existe pas. Je sais. Il n'y a même pas de sexualité. Enfin, bon. Oh si, dans les textes de Platon... Non, le concept. Non, il n'y a pas de concept. Non, il n'y a pas de concept. Mais il y a l'exemple de « j'ai tout fait pour coucher avec lui et il ne voulait pas ». Bon. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que, parce que tu réagissais sur cette rupture, c'est que certaines pratiques sont en train de se conceptualiser? Oui, probablement. Et d'ailleurs, de fait, en fait c'est un fait. J'ai d'ailleurs souvent un train de retard par rapport aux élèves. Donc, à chaque fois, ils me trouvent complètement décalée parce que moi, je ne suis pas non plus l'évolution du vocabulaire. Mais à un moment donné, dans le trans, c'est pas transidentité. Qu'est-ce que j'ai lu l'autre jour? Il y avait un article qui invoquait un nouveau concept qui semblait mieux accepté. J'ai vu un nouveau concept que je ne connaissais pas encore. Donc oui, le vocabulaire, on est à une époque où on essaye de mettre des mots sur les choses. Avec le problème d'ailleurs de mettre des mots sur les choses si on se revendique soi-même comme justement étant fluide. Vraiment fluide ou vraiment trans. Parce que du coup, toute identité semble réductrice puisqu'elle fixe quelque chose. Donc, une identité fixe ne convient pas à tout le monde. Et encore faut-il se reconnaître dedans. Je te remercie infiniment. Ah, pardon. Oui, comme je n'avais pas vu de geste. Est-ce qu'il y a des conceptions anthropologiques dans l'ethnologie, etc. Est-ce qu'on voit qu'il y a des conceptions du respect dans les sociétés non occidentales qui vont entrer en jeu et qui vont constituer des systèmes d'organisation anthropologiques spécifiques qui sont ailleurs que ça et qui vont passer par des films différents, qui vont être un respect social? Oui, oui, parce qu'il y a dans d'autres endroits des façons de penser tellement différentes que bien évidemment l'opposition entre homme et chose, personne ou homme et animal par exemple, ne vaut absolument pas. Donc c'est l'intérêt principal de ce que fait Philippe Descola, et quand on lit le rapport que le chasseur entretient avec le jaguar, c'est une expérience de lecture que je conseille toujours à tout le monde quand on ne l'a pas lu. Donc, parce qu'en fait, il y a d'autres ontologies, d'autres façons de classer les composantes du monde dans lesquelles on n'est pas naturaliste. Donc, je me suis placée, déjà j'ai beaucoup débordé, mais je me suis placée dans une perspective où j'essayais de montrer comment des concepts sans âge, les distinctions peuvent nous aider à penser aujourd'hui, mais notre aujourd'hui est un aujourd'hui très restrictif. Mais ailleurs, on peut respecter le jaguar puisqu'on ne fait pas de différence entre l'homme et l'animal.